Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Le cours qu'on va voir aujourd'hui s'intitule Les fractures de l'extrémité inférieure du radius. Cours pour les étudiants du 5e année médecine. Il vous sera présenté par Dr Makri, maître assistant à l'EHU d'Oran. Le plan de notre cours sera le suivant. On va commencer par définir les fractures de l'extrémité inférieure du radius et donner quelques généralités sur la fracture. Puis on va voir un rappel anatomique et physiologique de l'extrémité inférieure du radius et du poignet. Ensuite, quelques données épidémiologiques concernant cette fracture. On passera après à l'étude anatomopathologique où on apprendra à classer les fractures de l'extrémité inférieure du radius en fonction de la classification de Castaing. Pour le diagnostic, il faut savoir qu'il repose sur une forte suspicion clinique qui sera confirmée par le bilan radiologique. On parlera après de l'évolution qui sera émaillée par certaines complications et on terminera par le traitement. Comme définition généralité, il faut savoir que les fractures de l'extrémité inférieure du radius sont toutes les fractures qui siègent entre l'interligne articulaire radiocarpienne en bas et une ligne horizontale passant à 2 travers de doigts ou 3 cm au-dessus. Donc toutes les fractures qui siègent au niveau de cette zone ou de cette région est considérée comme fracture de l'extrémité inférieure du radius. Pourquoi cette précision? Parce que au-delà de cette région, les fractures deviennent des fractures diaphysaires, c'est-à-dire des fractures de la diaphyse radiale, et donc différentes par rapport aux fractures de l'extrémité inférieure du radius, aussi bien sur le plan diagnostique que thérapeutique et évolutif. Je vous donne quelques exemples. Les fractures de l'extrémité inférieure du radius, ce sont des fractures à base d'os spongieux, donc consolident rapidement, entre 21 jours à 45 jours, alors que les fractures diaphysaires sont des fractures à base d'os cortical qui consolident au bout de 3 mois. Un autre exemple, si on veut parler en matière de complications, la complication la plus fréquente des fractures diaphysaires du radius est la pseudarthrose, alors que cette complication est rare, voire exceptionnelle, en matière de fracture de l'extrémité inférieure du radius. C'est très important à connaître ces fractures parce que ce sont les fractures les plus fréquentes de l'appareil locomoteur. Et ce sont des fractures souvent articulaires, puisqu'elles sont proches de l'articulation du poignet. Et donc, comme toute fracture articulaire, elle peut venir compromettre l'avenir fonctionnel du poignet. Comme rappel anatomique, et sur le plan anatomie descriptive, on va dire que le poignet va permettre l'orientation de la main dans l'espace et l'extrémité inférieure du radius présente à décrire principalement 5 faces. On a la face antérieure qui se termine par la marge antérieure. En arrière, la face postérieure qui se termine par la marge postérieure, cette marge qui descend plus bas par rapport à la marge antérieure. En externe, on a la face externe qui se termine par le processus styloïde ou bien la styloïde radiale, lieu d'insertion du tendon brachioradial. En interne, la face interne présente à décrire une petite surface articulaire, c'est la petite cavité sigmoïde, dans laquelle s'articule la tête ulnaire ou bien la tête cubitale pour former l'articulation radiocubitale inférieure. Et à la fin, une face inférieure qui est la face articulaire, la face cartilagineuse, appelée aussi glène
radiale avec laquelle s'articulent les os du carpe pour former l'articulation radiocarpienne. Mais comme on voit, la face postérieure descend plus bas que la face antérieure, ainsi que la face externe descend plus bas que la face interne. Donc, on comprend clairement que cette glaine radiale, ou bien cette surface articulaire, regarde en bas, en avant et en interne. Sur le plan anatomie radiologique, cette orientation spatiale de la surface articulaire de l'extrémité inférieure du radius dans l'espace qui regarde en bas, en avant et en dedans va nous permettre de tracer des lignes et des repères radiologiques qui nous serviront de guide, notamment dans la réduction. Donc, c'est des repères radiologiques importants à connaître. Et on commence de face ou sur le plan frontal par définir 3 repères radiologiques importants. Premièrement, on a l'inclinaison frontale de la glaine radiale, qui est la ligne entre le bord interne de la glaine et le bord externe de la glaine radiale. C'est une ligne qui fait un angle de 25 degrés avec l'horizontale. Ça veut dire que la glaine radiale sur le plan frontal regarde en bas et en dedans de 25 degrés. Un deuxième repère radiologique important qui est la ligne bistyloïdienne et qui est la ligne entre la styloïde radiale et la styloïde cubitale et qui fait un angle à peu près de 10 à 15 degrés par rapport à l'horizontale. Un troisième repère important à savoir est l'index radiocubital inférieur. C'est l'espace en millimètres compris entre 2 droites ou 2 tangentes, une tangente à la tête cubitale et l'autre au bord interne de la glaine radiale. C'est une épaisseur qui fait à peu près 2 mm et qui correspond à l'épaisseur du ligament triangulaire qui est l'élément stabilisateur majeur du poignet. Donc ces 3 repères radiologiques de face, ou bien sur le plan frontal, sont importants à connaître. Maintenant, de profil, ou bien dans un plan sagittal, comme on vient de dire, la glaine radiale regarde en avant de 10 degrés. Donc on a un repère radiologique important qui est l'inclinaison sagittale de la glaine radiale. Cette inclinaison sagittale de la glaine radiale qui est une ligne entre le bord antérieur, voilà la partie antérieure, donc entre le bord antérieur et le bord postérieur, voilà la partie postérieure de la glaine radiale. Cette ligne fait un angle ouvert en avant de 10 degrés avec l'horizontale. Cela veut dire que dans un plan sagittal ou bien de profil, cette glaine radiale regarde en avant de 10 degrés. Comme rappel physiologique, il faut savoir que le poignet, on vient de dire que le poignet, il va permettre l'orientation de la main dans l'espace et on va définir principalement 3 secteurs de mobilité au niveau du poignet. On a le secteur de flexion-extension, 85% chacun. On a le secteur d'inclinaison radiale, ou si vous voulez d'abduction, qui est à peu près de 15 degrés, et d'inclinaison cubitale, inclinaison du côté cubital, ou bien adduction, qui fait un angle à peu près de 30 degrés. Et on a le mouvement, ou bien le secteur de pronosupination. La pronation, c'est le mouvement qui va porter la paume de la main en bas, tandis que la supination, c'est le mouvement qui va porter la paume de la main en haut. Quelques données épidémiologiques concernant cette fracture sont importantes à connaître. Pourquoi?
Parce qu'il faut savoir que la fracture de l'extrémité inférieure du radius, comme on vient de dire, est la fracture la plus fréquente de l'appareil locomoteur. Donc c'est important de la connaître. Elle est suivie de près par les fractures de l'extrémité supérieure du fémur et en troisième position les fractures de la cheville ou bien les fractures bimalléolaires. C'est une fracture qui survient dans la majorité des cas, fréquemment chez les femmes d'âge moyen, surtout après un certain âge, surtout après la ménopause, et ceci est dû à l'ostéoporose post-ménopausique. Et dans ce cas, fréquemment, c'est une fracture qui survient suite à un traumatisme bénin. Par exemple, une simple chute de sa hauteur, réception faite sur la main, peut entraîner une telle fracture. Mais parfois, cette fracture peut aussi survenir chez un sujet jeune, notamment en cas d'un traumatisme violent, exemple, accident de la circulation, ou encore accident de travail, chute d'un lieu élevé. Et dans ce cas, la fracture est le plus souvent complexe. Maintenant, concernant l'étude anatomopathologique, on va commencer par le mécanisme des fractures de l'extrémité inférieure du radius, ou bien la pathogénie, c'est-à-dire comment se produit une telle fracture. Et avant de commencer par comprendre le mécanisme de la fracture de l'extrémité inférieure du radius, il faut comprendre que d'une façon générale, n'importe quelle fracture de l'appareil locomoteur peut survenir suite à deux mécanismes seulement. Soit un mécanisme direct, soit un mécanisme indirect. Donc, on va comprendre c'est quoi le mécanisme direct. Ça veut dire que la fracture survient au point d'impact du traumatisme, là où agit le traumatisme, alors que le mécanisme indirect, la lésion ou bien la fracture survient à distance du point d'impact, c'est-à-dire à distance où agit le traumatisme, et ceci par transmission de l'énergie fracturaire à travers un segment diaphysaire. Maintenant, en matière de fracture de l'extrémité inférieure du radius, il faut savoir que le mécanisme le plus fréquemment en cause est un mécanisme indirect. Le mécanisme direct par choc direct sur le poignet est rare. Comment il est ce mécanisme indirect? Il s'agit tout simplement d'une chute, réception faite sur la main. Deux situations se présentent en fonction de la position de la main lors de la chute. Si la chute se fait sur la paume de la main, poignet en hyperflexion, et qui est la situation la plus fréquente dans 85% des cas, on aura un déplacement postérieur, de l'extrémité inférieure du radius. La deuxième situation, qui est plus ou moins rare, c'est que la chute se fait avec une réception sur le dos de la main, et dans ce cas, le poignet se trouve en hyperflexion. Et dans cette situation, on va avoir une fracture de l'extrémité inférieure du radius avec un déplacement antérieur de l'extrémité inférieure. En ce qui concerne les classifications, plusieurs classifications ont été établies, mais la classification la plus fréquente reste la classification de Casting. Cette classification qui est basée sur d'abord le mécanisme, c'est-à-dire chute sur la paume de la main en hyperextension ou chute sur le dos de la main en hyperflexion. Deuxièmement, basé sur le sens de déplacement qui est lui aussi conditionné déjà par le mécanisme. Donc on a dit, si le malade chute en hyperextension, on aura un déplacement postérieur de l'extrémité inférieure du radius. Et s'il chute sur le dos de la main en hyperflexion, on aura un déplacement antérieur de l'extrémité inférieure du radius. Et cette classification est basée aussi sur le siège de trait de fracture, qui soit extra-articulaire ou articulaire. Donc on distingue d'une façon générale deux grands groupes, soit les fractures par compression-extension, mécanisme, à déplacement postérieur, le sens des déplacements, dans 85% des cas.
Et dans ces fractures par compression, extension à déplacement postérieur qui sont les plus fréquentes dans 85% des cas, on a deux sous-groupes en fonction du siège de trait de fracture par rapport à l'articulation. On a soit les fractures extra-articulaires, appelées fractures de Potocos, dont on va voir, ou bien les fractures articulaires. Le deuxième grand groupe, c'est les fractures par compression, mais cette fois-ci flexion, à déplacement antérieur dans 15% des cas. La même chose, c'est un groupe qui comporte deux sous-groupes en fonction du siège de trait de fracture par rapport à l'interligne articulaire, soit les fractures extra-articulaires, appelées aussi fractures de Galen-Smith, dont on va voir, ou bien les fractures articulaires. On commence par le premier groupe qui sont les fractures par compression, extension à déplacement postérieur dans 85% des cas. Donc, comme on vient de voir, ce sont des fractures qui surviennent lors d'une chute sur la paume de la main poignée en hyperextension et qui seront responsables d'une fracture de l'extrémité inférieure du radius avec un déplacement de cette dernière en arrière, en postérieur. Maintenant, en fonction de siège de trait de fracture par rapport à l'interligne articulaire, on a deux sous-groupes. Soit on a les fractures extra-articulaires, appelées aussi fractures de Potocos. Ce sont les fractures les plus fréquentes. Alors, on voit de face le trait de fracture de l'extrémité inférieure du radius qui est extra-articulaire, sans aucun refond qui parvient à l'articulation. Une particularité de face, c'est que le déplacement, à savoir la translation externe de l'extrémité inférieure du radius, fait que la ligne bistyloïdienne ne fait plus 10 ou 15 degrés avec l'horizontale, mais on assiste à une horizontalisation de la ligne bistyloïdienne. De profil, on objective le déplacement postérieur de l'extrémité inférieure du radius, et dans ce cas, la glène ne regarde plus en avant, mais elle regarde en arrière. Le deuxième sous-groupe, c'est les fractures articulaires. On est toujours dans les fractures par compression-extension à déplacement postérieur, qui sont les plus fréquentes dans 85% des cas. On a vu les fractures extra-articulaires, maintenant les fractures articulaires. Comment elles sont définies, les fractures articulaires? Ce sont définies par la présence d'un trait de fracture extra-articulaire principal, mais à partir de ce trait, il existe un refond qui parvient à l'articulation. Et en fonction de la situation de ce refond articulaire, on peut avoir soit une fracture antérofrontale, ça veut dire que le trait articulaire est disposé dans un plan frontal, de l'externe vers l'interne, c'est ça le plan frontal. Donc le trait va de l'externe vers l'interne, et vous pouvez comprendre qu'il va diviser l'extrémité inférieure du radius en deux fragments, un fragment antérieur et un fragment postérieur. C'est pour ça que les fractures antérofrontales, on ne les voit pas de face, parce que le trait il est caché par cette partie antérieure. Parce que le trait il est disposé dans un plan frontal. Alors que de profil, on les voit. On voit ce trait frontal qui divise l'extrémité inférieure du radius en deux fragments antérieurs et postérieurs. Donc les fractures antérofrontales sont des fractures qu'on voit en profil, mais pas sur le face. La deuxième fracture articulaire est les fractures anté-sagittales. Maintenant, à partir du trait extra-articulaire, irradie un trait intra-articulaire
Donc stenté, mais ce trait intra-articulaire, ou bien ce trait articulaire, est disposé dans un plan sagittal. Le plan sagittal, c'est le plan d'avant en arrière. Donc, vous pouvez comprendre que ce trait articulaire dans un plan sagittal divise l'extrémité inférieure du radius en fragments externes et en fragments internes. Et c'est pour ça qu'on peut le voir sur le face, mais non pas sur le profil. Une autre fracture articulaire, c'est la fracture en croix. Donc c'est une fracture qui associe un trait articulaire dans un plan frontal et un autre dans un plan sagittal. Et donc, c'est une fracture qu'on peut voir aussi bien sur le face que sur le profil. D'autres fractures articulaires, c'est d'abord, on peut citer la fracture potentielle de Castaing. Alors, la fracture potentielle de Castaing est une fracture qui détache un fragment interne de la moitié postérieure de la glène radiale. Voilà une vue inférieure de l'extrémité inférieure du radius. Voilà l'extrémité inférieure du radius. Voilà la glène radiale, ou bien la surface articulaire de l'extrémité inférieure du radius. Donc, la fracture potentielle de Castaing, c'est une fracture qui va détacher un troisième fragment postéro-interne. Et pourquoi cette fracture est appelée fracture potentielle de Castaing? Parce que Castaing la considère comme une fracture à partir de laquelle surviennent les autres fractures articulaires. Je vous explique. L'extension de cette fracture en avant va donner un trait articulaire sagittal. Et on aura une fracture en T sagittale. Si l'énergie fracturaire se poursuit, on peut avoir une extension de cette fracture en dehors. Et donc, on aura un trait de fracture articulaire frontale. Et si cette fracture se poursuit en avant et en externe, on peut avoir une fracture en croix. Donc, c'est la raison pour laquelle Castaing la considère comme fracture potentielle des fractures articulaires, parce que à partir de cette fracture que surviennent les autres fractures articulaires. Un autre exemple de fracture articulaire de l'extrémité inférieure du radius, c'est les fractures cunéennes externes. Donc c'est une fracture qui détache l'angle interne de l'extrémité inférieure du radius. Toujours dans cette classification de Castaing, le deuxième grand groupe, c'est les fractures par compression, flexion à déplacement antérieur. C'est des fractures plus ou moins rares qui se voient dans 10 à 15% des cas et qui sont dues à un mécanisme en flexion, c'est-à-dire que la chute se fait sur le dos de la main poignée en hyperflexion, ce qui est responsable d'un déplacement antérieur de l'extrémité inférieure du radius. Maintenant, en fonction toujours du siège de fracture, on peut avoir deux sous-groupes. Soit les fractures extra-articulaires, le trait il est purement extra-articulaire, ce sont les fractures extra-articulaires de Guyron-Smith. Donc de face, on voit le trait qui est extra-articulaire. Et de profil, on voit le déplacement antérieur de l'extrémité inférieure du radius. Et donc, la glène radiale qui normalement doit voir en avant de 10 degrés, elle va voir d'une façon exagérée, basculer d'une façon exagérée en avant. Et comme vous voyez, le trait de fracture reste purement extra-articulaire sur le face et sur le profil, avec l'extrémité inférieure du radius qui est déplacée en avant. Le deuxième sous-groupe, c'est les fractures articulaires. Et parmi ces fractures articulaires, on peut citer les fractures marginales antérieures. C'est une fracture qui détache la marge antérieure de l'extrémité inférieure du radius. Sur le profil, on peut voir cette marge antérieure
de l'extrémité inférieure du radius qui est détachée, qui est déplacée avec le reste du carpe, et donc on peut avoir une luxation du carpe associée. Certaines lésions peuvent être associées à une fracture de l'extrémité inférieure du radius, notamment une fracture de la styloïde cubitale. Et cette association, fracture d'extrémité inférieure du radius et fracture de la styloïde cubitale, réalise la fracture de Gérard Marchand. On peut aussi trouver une fracture concernant les os de carpe, notamment la fracture du scaphoïde. Maintenant, pour le diagnostic, il faut savoir que le diagnostic des fractures de l'extrémité inférieure du radius repose sur une forte suspicion clinique. Cliniquement, on arrive à suspecter une fracture de l'extrémité inférieure du radius. Ce diagnostic qui sera bien sûr confirmé par un bilan radiologique. Donc, cliniquement, l'inspection est très importante. D'abord, le malade se présente aux urgences en attitude de dessous ou bien attitude de traumatisé du membre inférieur. Le membre sain soutient le membre traumatisé alors que la tête est tournée du côté du membre malade. Toujours en matière d'inspection, on va mettre en évidence une déformation caractéristique qui va nous permettre de suspecter la fracture de l'extrémité inférieure du radius. Si on a une fracture de l'extrémité inférieure du radius avec déplacement postérieur, on trouve cliniquement une déformation caractéristique qui est une déformation en dos de fourchette du poignet. De face, on a cet aspect de main botte radiale avec la main qui est déjetée en dehors. La palpation recherche, qui doit être bien sûr douce et prudente, recherche des douleurs au niveau de l'extrémité inférieure du radius, permet de faire l'examen vasculo-nerveux par la palpation des pouls distaux à la recherche de lésions vasculaires, ainsi que l'appréciation de la chaleur et de la couleur de la main et des orteils. L'examen nerveux, notamment dans le territoire du nerf médian, cubital et radial. Et on termine l'examen clinique par l'examen du reste du membre, à savoir l'examen du coude et l'examen de l'épaule, et l'examen du reste de l'appareil locomoteur. Voilà quelques images qui montrent la déformation caractéristique qui permet de suspecter le diagnostic d'une fracture de l'extrémité inférieure du radius. Cette déformation qui est en dos de fourchette. Maintenant, rarement, si la fracture est associée à un déplacement antérieur, on va trouver l'inverse de cette déformation, qui est la déformation en ventre de fourchette. Le bilan radiologique va permettre de confirmer le diagnostic d'une fracture de l'extrémité inférieure du radius, mais avant de le réaliser, il faut immobiliser le malade par un plâtre brachio-antibrachiopalmaire radiotransparent. Le bilan radiologique comporte une radiographie du poignet de face et de profil. Sur cette incidence de face, on note une fracture de l'extrémité inférieure du radius à siège extra-articulaire, sans aucun refond articulaire. Et de profil, on confirme cette solution de continuité et on note le déplacement de l'extrémité inférieure du radius qui se fait en arrière. Voilà la glène radiale qui ne regarde plus en avant, mais elle regarde en arrière. Il s'agit donc d'une fracture par compression
extension à déplacement postérieur extra-articulaire de Potocles. Une incidence qui montre aussi le déplacement de l'extrémité inférieure du radius en arrière avec la glande radiale qui regarde en arrière. Il s'agit donc d'une fracture par compression extension à déplacement postérieur extra-articulaire de Potocles. La même chose ici, cette incidence montre le déplacement de l'extrémité inférieure du radius en arrière avec cette glande radiale qui normalement doit regarder en avant, elle regarde en arrière. Il s'agit toujours d'une fracture de l'extrémité inférieure du radius à déplacement postérieur extra-articulaire de Potocles. Sur cette incidence de face, il s'agit d'une fracture extra-articulaire de l'extrémité inférieure du radius, mais de profil, on voit que cette extrémité inférieure du radius fracturée regarde en avant, avec la glande radiale qui regarde d'une façon exagérée en avant. Il s'agit donc d'une fracture par compression, mais cette fois-ci flexion à déplacement antérieur extra-articulaire, ou bien fracture de Galen-Smith. Sur cette incidence de profil, on note une fracture marginale antérieure. Voilà la marge antérieure de l'extrémité inférieure du radius qui est détachée, qui est déplacée en haut et en avant, et qui est suivie par le carpe qui est luxé en avant. Sur cette incidence, il s'agit d'une fracture de l'extrémité inférieure du radius, mais avec un trait, c'est une fracture articulaire en T sagittale. Vous voyez le trait de face, le trait intra-articulaire qui est disposé dans un plan sagittal, mais de profil, il y a aussi un autre trait dans un plan frontal. Donc c'est une fracture articulaire en croix. Cette incidence montre une fracture de l'extrémité inférieure du radius en T sagittal. Le trait intra-articulaire est disposé dans un plan sagittal qui n'est pas vu sur l'incidence de profil. Donc il s'agit d'une fracture articulaire en T sagittale. La même chose sur cette incidence. De face, on voit la fracture articulaire en T sagittale. Ce trait qui n'est pas vu sur l'incidence de profil. Donc il s'agit d'une fracture articulaire en T sagittale. Cette incidence ne montre pas de trait de fracture. Ça, c'est le cartilage articulaire qu'on voit chez les enfants. Ceci pour vous montrer l'importance des clichés radiologiques du membre contralatéral sain pour faire le diagnostic des fractures de l'extrémité inférieure du radius chez l'enfant. Voilà un trait de fracture de l'extrémité inférieure du radius chez un enfant. Une fracture de l'extrémité inférieure du radius particulière chez l'enfant en mode de Burr. Comme évolution complication, la fracture de l'extrémité inférieure du radius correctement traitée évoluera vers la consolidation au bout de 45 jours. Cependant, certaines complications peuvent survenir. Ces complications sont représentées essentiellement par le déplacement secondaire de la fracture sous-plâtre, qui est une complication qui peut compliquer le traitement orthopédique et qui nécessite une surveillance du malade étroite pour guetter ces éventuels déplacements secondaires. On a une complication qui est fréquente aussi, qui est le syndrome algo-dystrophique
notamment si la rééducation n'est pas entreprise précocement. Même chose pour la raideur du poignet, qui nécessite une rééducation fonctionnelle précoce. Quant à la pseudarthrose de l'extrémité inférieure du radius, est exceptionnelle parce que ce sont des fractures à base d'os spongieux. La pseudarthrose, c'est quoi? C'est la non-consolidation d'une fracture au-delà des délais normaux de consolidation. Et d'une façon générale, on parle de pseudarthrose à partir de 6 mois de non-consolidation. Quant au calvicieux, c'est une complication qui est fréquente, des complications qui peuvent survenir au cours d'une évolution de l'extrémité inférieure du radius. Ceci est dû soit que la fracture n'a pas été réduite, ou bien par une insuffisance de réduction de la fracture, ou encore s'il y a un déplacement secondaire sous plâtre qui n'a pas été traité. Et on termine par l'arthrose post-traumatique, qui est une complication à long terme qui peut compliquer l'évolution des fractures, notamment les fractures articulaires de l'extrémité inférieure du radius, ceci par les dégâts cartilagineux qu'elle peut engendrer, ou si la fracture articulaire de l'extrémité inférieure du radius est mal réduite. Pour le traitement, le but de notre traitement est d'abord la restauration des rapports anatomiques radio-uno-carpiens par une réduction parfaite des surfaces articulaires. Il faut que les surfaces articulaires de l'extrémité inférieure du radius sont réduites d'une façon la plus parfaite possible. Une fois la réduction faite, la contention et la stabilisation fait appel à un moyen de contention solide et stable, ce qui va permettre une rééducation fonctionnelle précoce pour éviter les complications. Les méthodes dont on dispose sont deux types, soit le traitement orthopédique ou le traitement chirurgical. Le traitement orthopédique d'une fracture de l'extrémité inférieure du radius comporte 3 étapes. D'abord la réduction, puis la contention ou bien l'immobilisation, et troisièmement la surveillance du malade. La réduction de la fracture de l'extrémité inférieure du radius, bien sûr, s'adresse aux fractures déplacées, notamment les fractures à déplacement postérieur. C'est une réduction orthopédique à foyer fermé par des manœuvres externes. Comment ce sont ces manœuvres? Il s'agit d'abord d'une traction douce, progressive dans l'axe de l'avant-bras en tirant sur la première colonne, alors qu'un aide exerce un contre-appui sur le coude fléchi. Ce geste va permettre d'abord le désengrainement de la fracture et dans un deuxième temps, la mise en flexion pour corriger le déplacement postérieur de l'extrémité inférieure du radius et la mise en inclinaison cubitale pour corriger la bascule externe. Une fois la réduction faite, la contention fait appel à un plâtre brachio-antibrachiopalmaire. Prenons le poignet en flexion à 45 degrés, inclinaison cubitale de 15 degrés, laissant libre les doigts pour commencer sa rééducation immédiate et immobilisant le coude à 90 degrés de flexion. La libération du coude se fait au 21e jour et on remplace par une manchette plâtrée prenant le poignet en rectitude. Une fois la réduction faite, une radiographie de face et de profil de contrôle va permettre de juger la qualité de la réduction qui sera jugée sur les critères radiologiques dont on venait de voir. De face, il faut la restauration de l'inclinaison frontale de la glande radiale qui normalement est de 25 degrés, restauration de la ligne bistyloïdienne et de l'index radiocubital qui est de 2 mm. De profil, la restauration de l'inclinaison sagittale de la glande radiale qui est de 10 degrés ouverte en avant. Un autre repère radiologique important,
et que la corticale antérieure du fragment distal doit franchir la corticale antérieure du fragment proximal. Pour le traitement chirurgical, il est divisé en chirurgie à foyer fermé ou bien chirurgie percutanée avec l'utilisation de l'amplificateur de Briens. Donc, sans aborder le foyer de fracture, le traitement consiste donc à réduire la fracture par des manœuvres externes et stabiliser la fracture par un embrochage en utilisant des broches. Plusieurs méthodes ont été décrites. La chirurgie à foyer ouvert, c'est-à-dire qu'on va aborder la fracture, on va la réduire et on va la stabiliser, et dans ce cas par une plaque vissée antérieure, dite plaque console. Le fixateur externe, quant à lui, s'adresse notamment aux fractures ouvertes ou les fractures très communicatives qui échappent à toute possibilité d'ostéosynthèse. Quant aux indications, le traitement orthopédique reste largement indiqué dans les fractures de l'extrémité inférieure du radius non déplacées ou peu déplacées. Les fractures à déplacement postérieur peuvent bénéficier d'un traitement orthopédique après réduction de déplacement ou bien d'un traitement chirurgical par embrochage. Par contre, les fractures de l'extrémité inférieure du radius à déplacement antérieur est une indication chirurgicale par une stabilisation par plaque vissée console. Les fractures ouvertes, c'est un traitement chirurgical par fixateur externe. Je vous remercie.